Salut à toi, ami humaniste. Tu es bien sur la chaîne du courant pour une écologie humaine et tu t'apprêtes à écouter un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. En espérant alors que toi aussi, tu voudras agir après avoir écouté ça. Aujourd'hui, nous recevons Lucie Loger, membre de l'association de défense de l'environnement en Vendée, qui nous fait alors part de leur projet de restauration d'une mare qui a permis non seulement de protéger la biodiversité en créant un véritable refuge, mais également de sensibiliser le public à la faune et la flore qui nous entourent. Bonjour Lucille, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je suis Lucie Loger de l'ADEV, l'Association de défense de l'environnement en Vendée. On a plusieurs pôles dans l'association. On a un pôle études environnementales et un autre pôle animation. Et dans cette association, du coup, moi, je suis un peu couteau suisse. Je participe à tous les pôles. Je suis un peu dans l'administratif, un peu dans la coordination également de l'association. Donc, on est 3 salariés et on s'occupe de toutes nos activités de préservation de l'environnement, que ce soit dans le pôle études ou dans le pôle animation. Et alors justement, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans ce milieu ? Pourquoi l'environnement ? Depuis toute petite, je m'intéresse à la nature et je me balade régulièrement dans la nature en essayant de découvrir plein de choses. La SVT, quand on a commencé à en parler à l'école, puis au collège et au lycée, ça m'a toujours intéressée. Donc, je me suis orientée là-dedans dans mon parcours post-bac. De fil en aiguille, j'ai fini par faire de la recherche en écologie et en environnement. Et après, j'ai voulu trouver quelque chose peut-être d'un peu plus concret, d'un peu plus directement en rapport avec le grand public et d'œuvrer peut-être un peu plus pour la vulgarisation et la sensibilisation à l'environnement. Et j'ai postulé à l'ADEV. Et donc, votre association, comme son nom l'indique, travaille exclusivement dans le territoire vendéen. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont les spécificités de ce territoire ? Le territoire vendéen, en fait, il est très riche en différents milieux. On a à la fois le littoral, les marais, le bocage, la forêt. Donc, c'est un territoire qui permet vraiment d'axer nos actions sur énormément de choses différentes. Tout est varié sur ce territoire-là. Donc, on peut parler du milieu marin, du milieu côtier, du bocage, de la forêt. Enfin, il y a énormément de choses à traiter. Et puis, il y a énormément de problématiques aussi sur comment lier les activités humaines et l'environnement, puisque bon, c'est un milieu qui est très touristique. C'est un milieu aussi qui est très agricole. C'est un milieu sur lequel la préservation du bocage ou le renforcement de la plantation de haies est aussi problématique. Donc, il y a énormément d'enjeux sur ce territoire et beaucoup de milieux sur lesquels ces enjeux-là peuvent s'appliquer. Donc, c'est super intéressant de travailler en Vendée. Et donc, quelles étaient les raisons, les enjeux derrière la restauration de cette mare spécifique ? Les enjeux autour de la restauration de la mare de l'île d'Olonne, ils étaient doubles finalement. L'observatoire de l'île d'Olonne se situe dans une zone de marais, donc avec de l'eau saumâtre. Donc le fait d'avoir vraiment une zone humide d'eau douce permet à énormément de biodiversité de venir s'y abreuver, s'y réfugier. Donc ça fait un peu un oasis d'eau douce au milieu d'eau saumâtre. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été entretenue correctement. Elle avait tendance à être à sec très rapidement dans le printemps. Donc, ça ne permettait pas à beaucoup d'espèces de faire tout leur cycle biologique dans la mare. Donc, un exemple très concret, hein, si on prend des grenouilles qui vont pondre dans la mare, et ben, arrivé en avril ou en mai, la mare est asséchée, ben, les têtards ou les œufs vont mourir tout simplement. Donc, ça ne permet pas aux grenouilles de finir leur cycle de reproduction. Le deuxième enjeu, c'était aussi pour nous, donc l'Observatoire d'oiseaux, c'est un pôle vraiment dont on se sert pour la sensibilisation. C'est un pôle pédagogique qui est assez important, mais on n'a que l'initiation à l'ornithologie qu'on peut vraiment faire sur ce pôle-là, puisqu'on a l'observatoire, qu'on a la vue sur les marais, et on trouvait ça dommage de ne pas exploiter, d'un point de vue sensibilisation et vulgarisation, la petite mare qu'on avait en dessous. Donc c'est pour ça, en fait, on s'est dit: «On va la restaurer». Ça va permettre à la nature de retrouver un peu ses droits, à beaucoup d'espèces de finir leur cycle biologique ou de profiter d'un point d'eau douce et en plus, à nous, ça va nous permettre de créer un nouveau pôle pédagogique pour pouvoir, sensibiliser à, à ce que c'est une mare, à la faune aquatique, à expliquer le cycle de vie d'un insecte aquatique, etc. Combien de temps est-ce que ça dure, une restauration de mare ? Est-ce que justement c'est quelque chose qui est très long ? Est-ce que là ça a été le cas ? La restauration de mare en soi, c'est pas très long. Sauf que bah, pour commencer les travaux fin 2023, il n'y ait pas trop d'eau dans la mare, qu'elle ne se soit pas encore remplie. Sauf qu'on était arrivé dans l'automne, donc la mare commençait à se remplir, le terrain n'était plus praticable en tractopelle, donc en mini-pelle du moins. Et du coup, bah, on a dû retarder les travaux. Sauf que les travaux d'une restauration de mare, on les fait pas n'importe quand. Il faut choisir le moment dans l'année où ça impacte le moins possible la biodiversité. Donc on a retardé
La restauration à cette année. Et cette année, du coup, ça s'est fait. Et en 3 jours, la mare a été recreusée pour retrouver une certaine profondeur et pour pouvoir permettre des poches d'eau, en fait, dans les moments les plus secs. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passe le cycle de vie autour d'une mare tout au long d'une année? Alors, comment se passe la vie d'une mare à l'année? Tout dépend des espèces que l'on va considérer. Donc, par exemple, si on prend les amphibiens, donc tout ce qui va être grenouille, salamandre, triton, généralement, ces espèces-là sont inféodées au milieu aquatique, mais pas pendant toute leur durée de vie. Si je prends l'exemple de la grenouille, effectivement, elle va vivre à l'année autour de la zone humide. Elle va surtout s'en servir pour pondre au printemps. Et les œufs vont se développer en têtard pour arriver au bout de quelques mois en grenouille. À l'hiver, les grenouilles sortent de la mare et vont hiberner, donc elles ne seront plus dans la mare. Ensuite, on a les salamandres, elles, qui vont juste se servir du milieu aquatique pour pondre. On va les voir très rarement dans l'eau et encore une fois, à l'hiver, elles vont être plutôt encore à hiberner dans le sous-bois. Ensuite, on va avoir les mammifères. Donc les mammifères, en fait, ils utilisent la mare surtout pour des points d'eau douce. Là, on va plutôt les voir de manière nocturne, surtout parce que bah, ils ont peur de l'homme finalement. Et pour la petite histoire, donc la loutre, qui est une espèce protégée et dont on connaît un peu la population autour des marais de l'Aune, a été repérée donc par nos pièges photos plusieurs fois dans notre mare avant la restauration. On était assez content d'avoir une loutre et on s'est dit, chouette, la restauration, ça va lui permettre encore plus d'être par chez nous. Et puis après, on a sanglier, chevreuil, blaireau, fouine, martre. Tout le monde passe un peu à la mare pour boire un coup, on va dire. Et puis les oiseaux d'eau, après, tout dépend des migrations. Donc là, on sait déjà qu'on a le martin pêcheur qui s'est servi de des expérimentations qu'on a pu faire sur la restauration de mare. Donc on s'est essayé à faire un perchoir à martin pêcheur. Ben, visiblement, il aime bien. Quand on vous écoute parler, on sent une vraie joie à travailler dans ce milieu naturel. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ça? C'est sûr que quand on voit des espèces, surtout des espèces qui sont catégorisées comme protégées et puis qui sont discrètes comme la loutre, quand on sait qu'elles sont là et qu'on a réussi à avoir des images et de les voir s'amuser dans notre mare, enfin on aime bien en fait avoir aussi chaque animal et voir aussi leurs caractéristiques. Après, on a eu des renardeaux aussi qui sont venus s'amuser dans les mousses sèches de la mare à chasser les petites souris. C'est hyper valorisant pour nous de se dire qu'on contribue à restaurer un endroit pour qu'ils aient tout ce qu'il faut pour bien se développer. Et puis pour nous, après, on est des passionnés et puis on est aussi un peu cucu, si j'ai envie de dire. Donc dès qu'on voit une loutre ou un petit renard ou une grosse grenouille, oh, c'est trop mignon. Et puis on est content. Donc vous avez décidé de restaurer cette mare, mais qu'est-ce qui se passe justement si on décide de ne pas restaurer une mare? Quand on laisse une mare se combler, se fermer, on va avoir une autre flore qui va se développer. Tous les animaux qui sont vraiment inféodés au milieu aquatique ne vont plus venir. Et donc, cette haute flore qui va se développer va permettre à d'autres insectes, d'autres mammifères de venir. Cette zone restera toujours humide parce que le sol, c'est ça qui va faire la caractéristique de la zone humide. Le sol de base sera toujours là, mais par contre, bah, on n'aura plus cette dépression humide parce que ce sera comblé, parce que beaucoup d'arbres pomperont. Et donc, ça deviendra, bon, bah, à terme, hein, pas tout de suite, hein, mais une zone de forêt, une zone plutôt forestière. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de création de nouvelles mares? Et si oui, qui fait ça et dans quel cadre? Pour les projets de création de mares, ça existe. Ça peut être purement des fois juste des personnes qui ont envie voilà, de créer un nouveau milieu très favorable à la biodiversité. Mais ça reste assez rare. Généralement, s'il y a des créations de mares, c'est parce qu'on a besoin de mesures compensatoires. Les mesures compensatoires, en fait, c'est un outil qui est très utilisé dans tout ce qui est réglementaire. Lorsqu'on détruit quelque chose, eh ben, en fait, on demande à faire des mesures de compensation, donc qui peuvent impacter positivement la biodiversité pour contrecarrer l'impact négatif qu'on est en train de faire. Chacun a son avis, hein, mais la zone qu'on détruit et qui a des centaines d'années, voire des milliers d'années d'histoire, ne peut pas être remplacée d'un claquement de doigts par une nouvelle zone qu'on crée autre part, sans la même histoire, sans le même terrain et sans la même biodiversité qui est installée depuis des centaines d'années. Pour finir, quel est le dernier message que vous aimeriez nous transmettre aujourd'hui? Découvrez votre milieu, c'est magique en fait de savoir dans quoi on évolue et de savoir à quoi on peut participer également. La nature autour, il y en a plein et c'est pas parce qu'on la voit pas qu'elle est pas là et qu'en fait on fait partie d'un tout et que c'est super en fait de savoir qu'on n'est pas tout seul et que bah là on a mis ça et oh bah tiens un petit hérisson l'utilise. Enfin
on peut contribuer même à notre échelle à favoriser l'environnement, les milieux, la préservation de certaines espèces. Et en fait, il y a plein de petites choses un peu plus compliquées et des choses très simples qu'on peut faire à notre échelle. Et nous, on encourage vraiment à ça. Merci, Lucie Loger, pour ce témoignage qui nous rappelle l'importance de prêter attention à la nature qui nous entoure et qu'il est de notre devoir de la préserver. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus, ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À très bientôt!